Bonjour, ici la voix de Fabrice Neumann. Et ici la voix de Benjamin Vincent pour mon 3e jour à Las Vegas, Fabrice. Et oui, ça y est Benjamin, le CES 2025 a officiellement ouvert ses portes et donc tu as enfin accepté de sortir de ta chambre d'hôtel, merci beaucoup, puisque tu enregistres cet épisode, ce 3e épisode, directement depuis la salle de presse du salon. Et oui, le salon, le CES a ouvert ses portes officiellement à 10h du matin et comme il est midi et demi, voilà, ça fait 2h30 qu'il y a beaucoup de monde ici. Alors je suis au Venetian, c'est l'un des 3-4 lieux majeurs du CES, sachant que en fait tous les hôtels, toutes les salles de conférence sont monopolisées par le CES, mais le Venetian avec l'Eureka Park notamment, cet immense hangar à start-up, c'est un des endroits fondamentaux. Il y a le Convention Center, l'équivalent du parc des expositions pour nous à Paris, porte de Versailles, mais ici c'est Las Vegas. Là on a des très grands halls avec toutes les grandes marques, Samsung, Sony, LG, etc. Et puis il y a le West Hall dans lequel on va retrouver notamment tout ce qui concerne la voiture autonome, la mobilité, etc. Voilà, ça va dire que c'est les trois grands sites du CES. Après, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les suites d'hôtels. Bon, il faudrait une armée et il faudrait que ça dure 15 jours pour pouvoir tout voir. Donc, on va faire de notre mieux. C'est ce que j'allais dire, on va faire de notre mieux. Bon, avant que tu nous racontes tout ça, tu vas quand même nous raconter la keynote d'ouverture que tu as vécue sur place hier lundi. Je crois que ça a été quelque chose d'assez important. Oui, je vais tout vous raconter et j'en ai des choses à vous dire parce que plus de 3 heures d'attente pour pénétrer dans cette salle de 12 000 places, c'était à guichet fermé, une sorte de Bercy bourré à craquer pour accueillir une superstar désormais de la tech, Jensen Huang, le fondateur CEO de Nvidia, le spécialiste des cartes graphiques qui sont indispensables pour l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et après ça, on évoquera aussi quand même quelques annonces marquantes par leur innovation, leur invention, tout simplement parce qu'ils ont piqué notre intérêt, parfois quelques-unes qui nous ont fait sourire, parce que le CES, c'est ça aussi, c'est tout ça à la fois. Et donc, à tout seigneur, tout honneur, on commence par la grand-messe de Nvidia. Et oui, cette première keynote du CES 2025, keynote de Nvidia, c'était ce lundi soir à Las Vegas dans la Michelob Ultra Arena. C'est l'équivalent de Bercy ici, adossé au Mandalay Bay, l'un des hôtels casinos de Las Vegas. Le Mandalay Bay a hébergé les 2 journées presse et cette keynote, elle faisait la transition entre les conférences de presse qu'on a suivies toute la journée de lundi et l'ouverture du CES ce mardi matin. C'était une sorte d'apéritif avec l'une des superstars de la tech d'aujourd'hui, Jensen Huang, seul sur scène pendant 1h15, sans notes, sans prompteur, j'ai eu l'impression. Il nous parlait, il lisait pas un texte, il n'y avait pas d'écran géant sur lequel défilaient les mots qu'il avait à dire. Cette boîte, il l'a créée au début des années 90. Il a été un petit peu seul pendant 20 ans à y croire et puis ça a explosé il y a moins de 10 ans avec le début de ce qu'on connaît aujourd'hui et qui a vraiment explosé au grand jour avec ChatGPT. C'est devenu un multimillionnaire, un milliardaire, lui qui a commencé comme plongeur chez Denny's. Denny's, c'est un peu le low cost du fast-food aux États-Unis. C'est le sous-McDo en fait. Donc, on peut commencer par faire la plonge et terminer parmi les hommes les plus riches de la planète. Il a vraiment une vista, il connaît son sujet sur le bout des doigts, il serait capable, ses cartes graphiques, de les fabriquer tout seul, on a l'impression, tellement il s'y connaît. Il fait penser un peu à Elon Musk dans sa maîtrise du sujet. Du coup, il n'a aucun problème, quand il arrive sur scène, à garder l'attention de 12 000 personnes pendant 1h15, sans aucun invité. Moi, je m'attendais peut-être à ce que Sam Altman fasse une apparition, ça aurait été possible. Ils ont tellement de partenaires aujourd'hui majeurs, Nvidia, ils fournissent leur GPU, leur carte graphique à toute l'industrie qui fait de l'IA, donc à Microsoft, à Amazon pour AWS, tous les géants auxquels vous pensez, à Meta bien sûr, tous les géants auxquels vous pouvez penser sont en contrat avec Nvidia. Donc il y avait une énorme attente autour de cette conf, notamment parce qu'on attendait l'annonce officielle, la confirmation de la nouvelle génération de cartes graphiques. Donc ce sont les processeurs dits Blackwell. Et là où il est très fort, Jensen Huang, c'est que
ce sont des cartes graphiques, hein. C'est-à-dire que c'est des composants informatiques, si on veut réduire ça de manière un peu simpliste. Il arrive à nous les vendre comme des iPhones, hein. Il a un talent à la Steve Jobs sur scène, à déclencher des tonnerres d'applaudissements en délivrant des infos hyper techniques, quasi scientifiques. Alors moi, j'étais pas capable, si tu veux, d'évaluer le progrès que ça représente. C'est de toute évidence un progrès par rapport à la génération précédente. Mais ça a quand même ressemblé à un spectacle avec un moment particulièrement, je trouve, marquant et visuellement spectaculaire. C'est qu'il a été question de l'étape d'après, des étapes d'après, et notamment des robots, et de l'utilisation et de l'importance de l'IA pour les robots. Et lui qui était seul sur scène, Jensen Huang, depuis le début de sa keynote, tout à coup on a vu émerger par des trappes en fait, motorisées une douzaine de robots humanoïdes qui étaient alignés avec lui au milieu. C'était très impressionnant. Alors j'ai bien regardé, parce que les robots se sont mis à un moment à faire des signes, etc., tous synchronisés. Je me suis dit, wow, c'est impressionnant. Et je pense qu'en fait, c'était des faux robots avec des humains à l'intérieur. Ah, quand même, un peu comme Elon Musk, alors du coup. Comme quand il était statique, je voyais des micro-mouvements qui avaient un côté très humain. Et donc je pense que c'était des sortes de costumes extrêmement bien réalisés pour faire le show. C'était pas des vrais robots, mais ça y ressemblait beaucoup en tout cas. C'est bizarre cette manie quand même de présenter des robots, si c'est le cas en tout cas, et c'est ce que donc Tesla fait avec ses Optimus là. Il n'y a pas d'Optimus. De vrais robots en fait. J'ai bien regardé, il n'y avait pas d'Optimus. Ça ressemblait à des Optimus, mais il n'y en avait aucun qui était l'Optimus. Moi, j'ai envie de me demander à quoi quoi. Voilà, c'est ça que ça me pose comme question. Mais je pense que c'est effectivement une. Ils vont entrer dans notre vie les robots de manière réelle, et ces robots humanoïdes notamment. Donc tu te dis à quoi bon, parce que ça te fait peur ou parce que tu vois pas l'intérêt ou... Parce que j'aimerais bien une vraie, non, au contraire, une démonstration véritable du robot. Je pense qu'on y vient. Je suis fan d'Asimov depuis que je suis né, ça, donc ça me fait pas plus peur que ça, au contraire. Mais du coup, parce que je fais partie des gens qui pensent que les robots humanoïdes sont parmi les robots les mieux adaptés à notre environnement quotidien, puisque notre environnement quotidien a été fait pour nous, les humains, donc humanoïdes, pour ouvrir des portes et pour s'asseoir dans des voitures et tout ça. Et donc, ça me paraît une bonne idée, mais j'ai envie de voir les vrais robots. C'est peut-être juste un peu de frustration de ne pas voir la patience. Déjà des vraies choses, quoi, de la patience. Il y a encore, je pense, quelques années de travail, mais ça arrive vraiment. Et on nous prépare. On nous prépare à ce que ça devienne une réalité. Et on nous prépare aussi à ne pas, je pense, en avoir trop peur. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Mais c'est quand même impressionnant. Ils n'ont pas présenté que des robots. Non, il a été question aussi beaucoup, et notamment à la fin, de voitures autonomes, parce que les technos NVIDIA sont hyper intégrés aussi dans plein de projets plus ou moins avancés de voitures autonomes. Et on sait qu'avec le gouvernement Trump, ça va être full power, hein. Ils vont lâcher la bride complètement sur le sujet. Tous ceux qui sont dans l'industrie de la voiture autonome aux US se frottent les mains en se disant qu'ils vont enfin pouvoir y aller. Voilà, pour Nvidia, qui n'a pas besoin de ça, c'est un marché de plus qui va exploser, en tout cas au moins localement, entre guillemets, sachant que les US sont un énorme marché de 300 millions de consommateurs et d'automobilistes quasiment. Bon, ils ont présenté aussi un PC quasiment, enfin une sorte de machine indépendante qui aurait... La puissance d'un centre serveur, ou presque, en tout cas vraiment dédié à l'intelligence artificielle, évidemment. Oui, en fait, la présentation, elle a commencé très vite par ces cartes graphiques Blackwell, qui sont quand même des gros pavés rectangulaires avec deux énormes ventilateurs. D'ailleurs, Jensen Huang a dit cette carte graphique, ça n'est qu'un gros ventilateur, tellement, sans doute il faut la refroidir. Et d'ailleurs, il était très cash sur le sujet, il s'en est pas caché, ça doit chauffer. Mais c'est quand même assez volumineux. Il la tenait en main, mais c'est un petit parpaing, quoi, hein. Et effectivement, dans la foulée, il a présenté ce portable PC qui intègre une version miniaturisée de la technologie Blackwell. Elle a sans doute pas aussi puissante que la plus grosse des cartes, celle qu'il avait en main, mais
qui en est une sorte de digne héritier ramené à la taille d'un portable qui a en gros l'épaisseur d'un MacBook Pro, quoi. Donc on n'a pas eu de détails du tout sur les capacités, les performances de ce portable, mais oui, c'est un élément intéressant de savoir que Nvidia se lance dans le hardware sous sa propre marque qui va être proposée au public. Pour l'instant, ce n'est qu'un fabricant de solutions qui sont utilisées par d'autres. Donc c'est relativement intéressant. Et puis il y a eu un autre moment sympa et qui est dans la suite de la présentation du portable. Il lance une sorte de Nvidia Mini. C'est comme un Mac Mini. C'est à peu près la même forme, la même surface. Et c'est un PC complet qui intègre aussi la nouvelle génération de cartes de Nvidia. Et il en montrait 2 empilés sur un bureau à côté d'un moniteur informatique. Voilà. Alors l'idée, c'est de faire des... D'une certaine manière, pour un peu marcher sur les terres à la fois des fabricants de PC et d'Apple. Bah oui. Voilà. C'est pour parler... alors, ils ont parlé des usages, c'est pour faire tourner des modèles d'IA en local. J'imagine. Pour conclure sur cette keynote Nvidia, je trouvais que ça valait vraiment le coup d'être dans la salle parce que l'homme est un showman, il est extrêmement naturel, il maîtrise son sujet de manière impressionnante. C'est un vrai visionnaire. Il fallait quand même y croire, hein, il y a 25 ans quand il a démarré. Et puis quelle réussite aujourd'hui. Et sans Nvidia, sans doute qu'il n'y aurait pas d'OpenAI. Il a d'ailleurs glissé, hein, il a évoqué OpenAI à un moment en parlant je crois de l'année 2016 où il a livré les premières machines avec les processeurs qui ont commencé à être utilisés par OpenAI pour entraîner les IA qui ont abouti à ChatGPT. Voilà, sans Nvidia, il n'y aurait pas de ChatGPT aujourd'hui. Donc cet homme est devenu vraiment incontournable. Et je pense que pour le CES, c'était un très joli coup de l'avoir pour la 3e fois seulement pour l'ouverture de cette édition 2025. On continue par quelques annonces qu'on a repérées. Moi, il y en a une qui m'a flashé tout de suite. C'est l'annonce par Asus du ZenBook A4 en ultra portable qui non seulement pèse moins d'1 kilo, mais il pèse même que 870 grammes. Waouh! Il est en alliage de magnésium qu'ils appellent céraluminium. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Ça sent un peu le nom inventé, tu sais. Mais pour comparer quand même, 870 grammes, le MacBook Air, qui est souvent pris en référence comme ultra portable, puissant, etc., il fait 1,2 kg. Waouh! Et là, d'après ce qu'on voit dans l'annonce et puis premiers avis en ligne, c'est un PC très correct, donc léger, qui a l'air bien fabriqué, rapide, et rapide notamment basé sur un processeur Snapdragon de Qualcomm. Donc on commence à voir vraiment des ordis à base de processeurs non Intel, vraiment du mal à... Ils sont pas capables de faire ça en fait. C'est une sorte de manière de dire qu'Apple avait raison en choisissant ses processeurs M à base de ARM, parce que les Snapdragon c'est ça, et ça fait des PC qui sont rapides, qui sont légers, qui sont puissants. C'est assez étonnant. Je sais pas si tu auras l'occasion d'aller voir ça. Et en plus, je vais essayer. Le dernier truc que j'ai repéré, c'est que cet alliage de magnésium a l'air même très agréable au toucher. Il a l'air solide et par exemple, il prend pas les traces de doigts, ce qui est souvent ce qu'on reproche notamment au MacBook. Ouais, donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. L'Asus ZenBook A4, si tu peux aller voir ça, ce serait intéressant. Oh, je vais y aller. Autre annonce, Fabrice, ça se passe chez Weezings, marque française, que j'ai vu démarrer il y a une dizaine d'années ici, sur un petit coin de table, à l'étage en dessous, avec les startups. Weezings qui est devenu grand, qui est dans le monde entier désormais. 40% de part de marché, c'est aux US, donc c'est un salon très important pour Weezings. Ouais. Et la nouveauté de Weezings cette année, alors c'est pas un produit commercial, c'est plutôt un concept qui va devenir sans doute une réalité dans 1 an. C'est ce que m'a dit Eric Carrel, le cofondateur et CEO de Weezings, que j'ai rencontré, que j'ai retrouvé, on se connaît depuis longtemps tout à l'heure.
pour une interview que vous pourrez retrouver dans le flux du podcast dans les heures qui viennent. C'est une sorte de... c'est un super miroir connecté sur lequel on monte comme sur une balance et on se retrouve face à une... alors c'est un gros produit, hein, c'est presque un meuble, avec toute une surface verticale sur laquelle il y a donc un miroir, mais aussi des écrans avec plein d'informations. Et sous nos pieds, il y a évidemment le successeur de la balance connectée que Withings a contribué à créer et à faire connaître au grand public. Donc c'est un concentré finalement de toutes les technologies qu'ils ont sorties depuis 10 ans. Ça va permettre de prendre un tas de mesures quotidiennement et surtout, l'idée, c'est pas de créer des mesures instantanées et de savoir si on a perdu 1 kilo ou pas. C'est vraiment de dégager des tendances sur la durée, sur plusieurs mois. Et grâce à l'IA, grâce à une analyse très poussée, de pouvoir presque anticiper des problèmes de santé à venir. Un diabète, problème cardiovasculaire, j'en passe des meilleurs, je ne suis pas médecin. Mais voilà, l'idée, c'est une sorte de centrale de santé à la maison qui ne demande aucun branchement, mais qui juste, jour après jour, va garder la mémoire de vos constantes, finalement, et pourra vous alerter et vous proposer d'aller consulter un spécialiste avec, du coup, un historique de mesures que vous pourrez lui transmettre. Donc, c'est intéressant. On est presque dans une approche philosophique de la santé connectée, parce que ce n'est pas un produit commercial, hein. J'ai vainement essayé de faire dire à Eric Carrel ce qu'il y avait comme techno précisément dans le concept. Il n'a pas trop voulu me répondre en admettant que c'était effectivement un résumé de tout ce qu'il faisait déjà. On en saura plus dans un an, mais le produit est assez beau et en tout cas ça fait le buzz sur leur stand. Alors, autre produit que j'ai trouvé intéressant et marrant, c'est Sweepit. C'est une société, une start-up qui promet de recharger un smartphone en quelques secondes seulement. Alors au début, je trouve moi, ça fait peur parce que les charges rapides, on sait que ça fait chauffer les batteries, etc. Et en fait, non, c'est pas ça. Ça repose sur un système de batterie amovible. Alors il faudrait que les smartphones s'y remettent, ce qui est probablement, on peut l'espérer, une tendance pour certains smartphones qui permettrait de faire d'augmenter la durée de vie. Et donc, il faut imaginer une sorte de gros grille-pain dans lequel on glisserait le smartphone qui serait compatible avec ce système, et à l'intérieur du pain, il y a les batteries compatibles, et le système, la machine, le robot s'occupe de changer la batterie, de remplacer la batterie vide par une batterie pleine, et on repart. Et donc c'est pour ça que ça prend que quelques secondes. Alors je trouve ça marrant d'imaginer un monde où tu vas au café, quelque part, et ton téléphone est vide et tu le mets dans la machine, tu n'as même pas le temps de boire ton café que hop, tu as un téléphone plein. Il y avait eu des choses comme ça pour les voitures électriques. Oui, ça n'a pas tellement pris, mais en Israël, il y a eu quelques tests là-dessus. Et moi, je trouve ça génial parce que ça forcerait aussi à mettre des batteries amovibles de nouveau dans nos smartphones, et je n'attends que ça. Bonne idée. Autre innovation qu'on peut voir ici au CES, ce sont ces lunettes qui ressemblent vraiment d'assez près à des Ray-Ban. C'est pas par hasard parce qu'elles sont fabriquées par le groupe qui possède la marque Ray-Ban, hein, Essilor-Luxottica. Et ces lunettes, en fait, intègrent une véritable aide auditive invisible. C'est-à-dire qu'il y a même pas de fil avec une oreillette à mettre dans l'oreille. Tout est caché dans les lunettes et dans les branches, les micros, des haut-parleurs directifs qui vont émettre directement un son amplifié depuis la branche vers l'intérieur de l'oreille, et puis des micros qui vont capter le bruit ambiant avec 2 réglages possibles. Soit il va amplifier uniquement la voix de la personne que vous regardez. Ça, c'est très pratique, par exemple, dans une foule. Quand on est à un cocktail, on a j'imagine, hein, je suis pas concerné, mais ceux qui ont une déficience auditive ont beaucoup de difficultés dans les environnements bruyants avec de la foule, parce que ça crée un brouhaha et ils n'entendent personne, en fait. Là, l'idée, c'est que les lunettes, c'est souvent ce qu'ils racontent, effectivement, oui. Les lunettes, elles vont viser
la personne que vous regardez et c'est la voix de cette personne qui va être d'abord débarrassée du bruit ambiant et amplifiée et restituée par les petits haut-parleurs cachés dans les branches. Voilà, je trouve que le concept est brillant, l'ingénierie de l'industrialisation a l'air extraordinaire. Elles sont rechargeables par induction en posant les lunettes simplement sur une petite surface plate. On les met près de son lit, on les pose, elles se rechargent pendant la nuit et on tient toute la journée avec. Voilà. Si tout va bien, elles vont sortir dans le courant de l'année 2025. Et si Luxottica attend l'accord de la FDA pour les États-Unis, attend aussi des accords avec les autorités de santé en Europe pour les sortir en Europe. L'idée, c'est aussi qu'il y ait une prise en charge, sans doute, au moins d'une partie du coût de ces lunettes, qui vont être proposées à un prix qui n'est pas du tout délirant. Tu dirais combien, Fabrice ? Si je me base sur les méta Ray-Ban là, qui sont plutôt aux alentours de $300 et que ça fait un peu plus, je dirais plutôt 700-800. Non, t'es en dessous. Des aides auditives, ça peut valoir facilement 2-3 000 euros. Hein. Oui, est-ce que les aides auditives 2 justement parce que oui, mais c'est le prix. C'est le prix. C'est le prix. Voilà. Ces lunettes, elles seront à $1 050 aux US. Ah oui, non mais effectivement. On sera autour de 1 200 euros sans doute en France. Donc c'est, en plus, c'est une vraie révolution en termes de tarifs. Si une partie de ce prix-là est pris en charge en plus par la Sécu et les mutuelles, ça peut être une vraie révolution. Et puis, ce qui est surtout très intéressant, c'est que ça met un terme à la stigmatisation des gens qui portent une aide auditive. C'est vrai que c'est une vraie souffrance, sans doute, d'accepter d'avoir un truc derrière l'oreille qui est visible. Là, vraiment, on a juste des lunettes et on entend à nouveau comme avant. Je trouve que c'est génial. Et vu le succès des Ray-Ban Meta, voilà, ils sont quand même très forts dans l'intégration de ces technos. C'est des technos qui sont développés en interne. Ils ont créé une nouvelle marque qui s'appelle Nuance Audio, avec des ingénieurs maison, etc. Donc, c'est un beau projet et j'ai hâte de les voir sortir, de les essayer dans quelques mois, j'espère. Bon, et puis je voulais terminer sur un sourire, avec un Il n'y a que ça. Comment ça, il n'y a que ça? Des sourires. Oui. Il n'y a que ça entre nous. Tu vas comprendre, avec un petit objet totalement inutile et donc parfaitement essentiel. Ça s'appelle le Nekojita Fufu de Yukai Engineering. Alors Fufu, ça s'écrit FUFU. Et alors, il faut imaginer un mini robot en forme de chat qui se pose sur le bord d'une tasse, d'un mug fumant, et qui a un petit ventilateur pour souffler à ta place dessus pour pas que tu te brûles et donc pour faire baisser un peu la température de ton thé bouillant. C'est génial, j'adore. Et voilà, j'adore aussi ce genre de trucs-là. C'est dans ces salons comme ça au CES que tu trouves des trucs. Et voilà, ça sert à rien, c'est parfaitement indispensable. Et je trouvais que c'était vraiment marrant. Mais c'est rassurant, tu sais, parce que il y a pas si longtemps, une dizaine d'années au moment de l'explosion de la French Tech et des objets connectés, alors on a eu droit à notre lot d'années où il y avait que des gadgets à la con, qui servaient souvent à rien. Et le CES a eu cette image un peu à un moment de salon du gadget. On est sorti de ça, l'innovation est devenue utile et il y a de moins en moins de projets qui sont financés s'il n'y a pas une vraie utilité, un vrai sens. Ça, c'est quand même très rassurant. Et quand on descend à l'Eureka Park, donc le hall des startups juste en dessous, et qu'on voit ces allées avec des centaines de startups, vraiment, j'y étais tout à l'heure, de tous les pays, ils sont réunis par zone géographique et par pays. La France, évidemment, a tout un bloc. Le Japon, la Suisse, les Pays-Bas. Je me suis arrêté sur le stand d'une start-up croate. J'ai vu une start-up mexicaine. Voilà, c'est magnifique quand la technologie sert vraiment à quelque chose. Ça n'empêche pas de s'amuser et de vouloir un petit robot qui souffle à notre place. Mais sans doute que l'avenir de l'humanité se joue en partie dans des salons comme le CES, parce que l'idée, désormais, c'est que l'innovation et la technologie nous aident à résoudre les grands problèmes de l'humanité d'aujourd'hui et de demain.
l'accès à l'eau, la surpopulation, le changement climatique. Voilà. C'est pas seulement le salon des télés, des écrans, etc. Et ça, c'est super important. Voilà, c'est la fin de notre 3e épisode quotidien consacré au CES 2025. On vous avait prévenu, c'était du lourd. Ouais, du lourd. Et puis maintenant, moi, je vais partir parce qu'il faut arpenter ces dizaines de kilomètres d'allées avec plein d'exposants, des produits à découvrir, des interviews à réaliser qu'on va vous proposer dans le flux et sur YouTube tout au long de cette semaine spéciale CES, Fabrice. Ah oui, Benjamin, et donc pour ne rien rater de tout ça, il faut juste suivre les voix de la tech sur X, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur YouTube et sur Blue Sky. Et partager notre suivi quotidien du CES 2025 sur les réseaux pour que tout le monde autour de vous en profite et aussi pour nous aider à faire connaître le podcast Les Voix de la Tech. Alors merci de votre fidélité et à demain. Et demain, Fabrice, je vous raconterai notamment la keynote du CEO de Delta Airlines qui est prévue dans quelques heures à la Sphère. La Sphère, cette salle ronde, sphérique, impressionnante. On nous promet un show immersif extraordinaire qui sera conclu par un concert de Lenny Kravitz. Je vous raconterai tout ça en détail dans la quotidienne de demain. Salut à tous!